Être un investisseur autonome ou confier sa gestion financière à un planificateur financier, laquelle des deux options vous convient le plus? On regarde ça avec le vulgarisateur boursier Michel Villa. Bienvenue à Garde le change. Sam Nadeau, toujours présent. Oh yes, toujours au poste. Michel Villa, merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un Bitcoin? Michel, aujourd'hui, on va parler des questions là, qu'on doit se poser lorsqu'on commence à investir. Je vais te poser tout de suite la question en lien avec la notion et le coût d'opportunité. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Rien de mieux qu'un exemple. Vas-y. Mettons, Marketplace ou Kijiji, tu vends un produit à 40 puis quelqu'un t'appelle et dit « Ah, moi, je vais te l'acheter à 20 ». Tu dis « OK, c'est correct, j'accepte ton offre ». Là, la personne est toute contente parce qu'elle vient de sauver 20 $. Moi, je pose la question à cette personne-là, ça te prend combien de temps de venir chercher le produit? Ah, 1h30 de voiture aller-retour. Je pose la question, combien tu gagnes de l'heure? Ah, moi, je gagne 50 $ de l'heure. OK, ton produit ne coûte pas 20 $. Il coûte 20 $ plus ton déplacement aller-retour. À ton taux horaire, est-ce que ça fait? Ça coûte beaucoup plus cher. Ben oui. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est le coût caché. Ce qu'on ne tient pas compte, et souvent, c'est le temps, l'énergie, le stress lorsqu'il vient le temps de prendre une décision, comme acheter un produit sur Kijiji ou Marketplace et bien sûr à la bourse. Parce qu'aujourd'hui, on parle, c'est quoi la différence entre gérer ses placements soi-même ou bien Oui. faire appel à un conseiller financier? Puis Oui. peut-être inclure, entre autres, le coût d'opportunité là-dedans. Il se situe où par rapport à moi si j'investis versus si quelqu'un d'autre investit pour moi? Il faut voir dans quelle option on va être gagnant au final côté coût. Tout à fait, parce que si, mettons, l'indice de référence te donne un rendement de 10 dans ce qu'on appelle en anglais un benchmark. L'indice de référence, c'est un panier de titres qui représente la performance d'un pays, OK. comme le SPTSX au Canada et le S&P 500. Toi, tu es là, tu négocies, dans le fond, tes propres transactions et tu obtiens un rendement de 12 Puis là, tu te dis, « Hey, je viens de faire 2 de mieux que l'indice de référence. » Je te pose la question, combien de temps que tu as mis là-dedans? En termes de recherche, analyse, de stress. Et ce qu'on réalise, c'est qu'un conseiller en placement, oui, tu vas payer un frais de gestion qui est plus élevé, mais il va te sauver de tout ce tracas-là C'est ça. de gérer tes placements. Même s'il donne juste du 10 toi, le 2 que tu as fait de plus, bien, ça t'a coûté quelque chose. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, qui est un coût caché. Je pense qu'il y a un nouveau facteur dans le fait de gérer ses placements soi-même. À cette heure, le fait qu'on peut le faire par notre téléphone, ben, tu sais, des fois, ça va imputer la journée d'une personne. Tu sais, si elle gère elle-même ses placements, elle est Ben oui. stressée, elle check son téléphone. Puis, tu sais, je veux dire, le coût du dérangement dans la journée, le fait de perdre le focus, ça vaut quoi, ça? Puis est-ce que vraiment tu as le goût, justement, tu sais, de faire ça, de prendre ton temps? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question à se poser. Également, l'autorégulation. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est? Capable de s'auto-gérer, de prendre des bonnes décisions. On se rappelle, en mars 2020, les marchés boursiers ont perdu plus de 30 Combien de personnes ont lancé la serviette? L'objectif, c'est de prendre des décisions qui sont dans ton propre intérêt. La bourse, ce n'est pas une question de tête, question d'estomac. Es-tu capable de vivre avec les fluctuations boursières? Et souvent, la bourse, c'est relativement facile. Pourquoi? Parce que le marché boursier, il a un biais haussier. Ça va jouer 1 du temps quand ça brasse, quand les marchés deviennent volatiles. Des fluctuations boursières. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de respirer par le nez puis prendre une certaine distance, ce qu'on appelle faire une pensée réflexive. Prendre la meilleure décision par rapport à toi. Et ça, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ah ouais, hein? Oui. Je ne sais pas si Samuel est capable parce que savais-tu que c'est un investisseur autonome à ses Je heures? pense qu'on a parlé quelques fois. Moi, j'ai fait des bons coups dans le passé en vendant, admettons, à des creux. Oui. Mais j'attribue pas ça à un talent que j'ai. Je pense que j'attribue ça beaucoup À la chance. à la chance. Mais par contre, le dernier coup que j'ai fait, que j'ai vendu durant, on va dire, une pente descendante abrupte, j'ai perdu, puis j'ai racheté au mauvais moment. Ce qui a fait que ma première bonne swing que j'avais faite, elle a été coupée de moitié par ce mauvais move-là. Ce qui fait que ça revient quasiment au même que si j'étais resté investi.
Ce qui est vraiment tannant parce que tu fais un bon coup, puis tu célèbres feu d'artifice, mais le deuxième, c'est une petite affaire, mais ça t'a reculé au point où tu étais au début. C'est capoté comment faire un bon coup, tu peux te sentir bon, invincible, instantanément. Puis il s'agit des fois d'un coup, puis ça te recule des fois d'un an. Tu sais, serpent-échelle, ça me fait un peu penser à ça. Ouais. Tu sais, t'es quasiment à la fin du jeu. Là. Puis là, t'arrives le trois quarts avant la fin, tu pognes le serpent, mon gars, tu te recules de la moitié. Oui. C'est quoi que tu avais dit déjà dans un autre épisode dans saison 1? Il faut être conscient qu'on est incompétent, je sais plus trop. Oui. C'est pas des compétences. Hey, je le prends, David, ça me dérange pas. L'apprentissage, mais tu as prôné par excès de confiance. Ouais. Notre capacité à surestimer nos habiletés et compétences, puis ce que ça fait, tu es gonflé à bloc. Puis tu te dis, la prochaine, ça va être encore plus important comme gain, et encore, et là, tu commences à rêver. Et là, à un moment donné, quand ça ne va pas de ton bord, là, c'est là que tu as tendance à paniquer. Mais bravo, parce que je pense que ça se passe bien au niveau de tes placements. Ben, moi, ça va bien, mais tu sais, j'ai une partie que moi, je gère moi-même, puis j'ai une autre partie que c'est un courtier. OK. Ouais, puis tu sais, pour moi, tout ce qui est plus, on va dire, patrimoine à long terme, mais là, c'est un courtier parce que je sais que cet argent-là, ben, j'en ai pas besoin à court terme, puis ce volume d'argent-là est plus élevé. Je le donne à un courtier. Par contre, tout ce qui est, on va dire, moyen terme, puis un peu plus gambling, si on veut, puis je prends des risques supplémentaires, je le fais moi-même. Puis, je vais t'avouer, au montant où là, je suis rendu, à peu près 160 millions. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu sais, au montant, je suis rendu, là, il y a comme un shift dans ma tête. Il y a comme un changement qui s'est installé depuis cette année que je me dis, OK, là, je prends un peu moins de risques. Okay. J'arrive à un palier où on dirait que la réalité me frappe un peu. Dire, OK, ben là, tu as plus d'engagement aussi. Ben, oui, j'ai plus d'engagement, mais le montant est à un niveau où je me dis, OK, c'est parce que là, si je recule beaucoup. Ouais. Okay. Quand tu as 10 000 puis tu recules à 7 000, ben, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu es dans un montant plus élevé, ben là, quand tu te recules puis tu vois le chiffre, faut que tu te parles. Parce que c'est quand même des montants importants, du moins pour moi. Mais dans ma nouvelle stratégie, j'ai inclus un 50% de mon portefeuille qui est dans des fonds indiciels, dans des FNB indiciels. Puis le reste, ben, ça va des actions plus spéculatives. Puis je suis beaucoup en technologie. Dans Mastercard, Visa, récemment Rivian qui est rentré en bourse. Fait que je m'amuse avec ça. Puis ben, c'est intéressant de voir que justement, tu es conscient que tu dois aussi en laisser un peu à je sécurise certaines affaires, parce que je me dis, à un moment donné, je pense que dans n'importe quelle stratégie, à un moment donné, tu as un point où tu dis, ben là, il faut que je sécurise ce que j'ai gagné. Là. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas au casino, puis mon but, c'est pas justement d'aller à 160 millions. Non, tant mieux si je l'atteins, mais mon plan, c'est pas de me rendre à 160 millions. Non, ben, puisque tu en parles, ça nous amène à parler de nos connaissances face à notre planification financière. Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est en mesure de le faire? C'est une très bonne question. Il a parlé de patrimoine tantôt, la gestion du patrimoine. Donc, tu as deux approches. Gestion de portefeuille qui est vraiment axée sur les placements et gestion de patrimoine qu'on appelle planification financière. Il y a des champs de planification financière comme les assurances, la fiscalité. Et la fiscalité, c'est vraiment important. Comme par exemple, tu as un compte qui est non enregistré. Ça veut dire que tu vas mettre des placements à l'intérieur de ce compte-là, tu vas être imposé. Par contre, dans un compte REER ou CELI, tu vas être à l'abri de l'impôt. Qui est un compte enregistré. Absolument, c'est ça. Enregistré, ça veut dire, entre autres, que je pense que le gouvernement y a accès puis tu divulgues au gouvernement, entre autres. Bien, c'est que tu vas faire des cotisations à l'intérieur de ces comptes-là, mais tu ne paieras pas d'impôt sur la performance de ces placements à l'intérieur de ces comptes-là. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas de stratégie par rapport à ça, même si tu as fait un bon rendement à la bourse, tu te fais pincer par l'impôt, tu n'es pas plus avancé. L'avantage d'avoir un conseiller en placement, c'est qu'il va t'aider par rapport au champ de planification financière. Et c'est démontré, selon David Blanchett de Morningstar, que ça s'appelle le gamma. Toute cette expertise de planification financière-là, puis on parle de 1,59 % de rendement en plus de ton rendement boursier. Et la beauté, c'est un rendement pour lequel tu exerces un 100 % contrôle. OK, ouais. À la bourse, tu n'as pas le contrôle. Donc ça, c'est un des avantages de miser beaucoup là-dessus. Si vous, à la maison, vous êtes en mesure de faire des stratégies fiscales, c'est parfait. Ou sinon, la valeur ajoutée principale, c'est par rapport à la gestion du patrimoine. J'ai de quoi d'intéressant à dire par rapport à ça. Tu sais, quand on parle d'un conseiller financier, là, puis quelqu'un qui a son titre de planificateur financier, ben, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement comment plus qu'il va nous en faire, mais qu'est-ce qui peut nous faire sauver.
Ouais. Moi, c'est un aspect que, à 30 ans, je regarde beaucoup plus. Comment je fais pour jamais en perdre versus avant, je pensais plus comment je peux en faire vraiment plus. Ouais. Puis là, à cette heure, le fait que j'en perds, on va dire, presque jamais, ben ça fait que je suis toujours en train de construire. Je mets toujours une brique de plus sur le mur. Là, OK, ouais. Fait que ça, pour moi, ça a été révélateur parce que, tu l'avais déjà dit dans notre podcast, Michel, des fois en bourse, ça descend en ascenseur, mais tu montes en escalier. Ouais. Puis, tu sais, si tu as 100$, tu descends de 50%, tu es à 50$, mais ça prend 100% pour remonter. Fait que j'attribue une grande importance au fait de ne pas perdre de l'argent versus en faire plus. Fait que je te remercie, Michel, de m'avoir expliqué cette. Qu'est-ce qui est plus notion. spectaculaire? Michel, c'est notre sauveur. Ouais, c'est l'affaire. non. Qu'est-ce qui est plus spectaculaire? Tu as fait un rendement de 20% ou je t'ai fait sauver 20%. Donc, par exemple, quand les marchés boursiers ont reculé au printemps 2020, ton conseiller financier t'appelle et il dit « Vends pas, reste investi, garde le cap ». Un an plus tard, là, est-ce que le client se souvient de cet appel-là? Non. Parce que ce n'est pas nécessairement spectaculaire, parce qu'il n'y a pas de résultat tangible par rapport à ça. Mais si tu as fait acheter un fonds négocié en bourse ou une action qui a doublé, là, il va s'en souvenir. Hey, il est bon, mon conseiller en placement, il m'a parlé d'un titre qui a vraiment levé à la bourse. Mais tu te souviens-tu qui t'a appelé de garder le cap? Non, parce que c'est pas quantifiable. Par rapport aussi à la gestion des émotions, on parlait d'auto-réguler, puis je fais du pouce sur ce que tu disais tantôt. Il disait, quand mon compte passe de 10 000 à 7 000, je le sens. Évidemment, le conseiller en placement va t'aider à garder le cap en te disant que garder ton portefeuille le moins souvent possible, puis de tenir compte au niveau des variations en pourcentage et non en termes de dollars. Si tu passes 50 000 ouf, c'est quelque chose. Si tu as 75 000 dans ton compte, mais si tu as 1 million, c'est pas une grande variation en termes de pourcentage. Puis tu m'avais dit aussi, Michel, qu'un conseiller financier, souvent, va être investi presque à 100%. Versus que souvent, le particulier va avoir un bon pourcentage de cash, d'argent dans son compte qui est non investi, qui est comme parti. Oui, mais c'est ça, je veux en parler, de conserver les liquidités en portefeuille. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? C'est sain d'avoir un petit pourcentage en liquidité pour profiter de certaines occasions d'investissement. Un 5-7% maximum. Ce qui arrive, c'est que l'investisseur particulier, lui, il veut déjouer le marché boursier. Le marché boursier, il est bien trop haut. Je vais mettre l'argent de côté, être liquide. Ce qu'on appelle rester, évidemment, là, on the sideline en anglais ou en cash. Là, on parle là, de 30 à 40% de liquidité. Lui, le conseiller en placement va dire non, c'est quoi tes objectifs financiers à long terme? Tu te dois d'être investi pour atteindre ça. L'autre facteur, c'est la diversification. Tu sais, le principe de ne pas mettre tous les mêmes œufs dans le même panier, là, ce qui arrive, c'est qu'on est sous-diversifié quand on gère nos placements, en moyenne, 4 titres en portefeuille. Tandis qu'un conseiller en placement, lui, va te faire vraiment une belle stratégie. C'était l'idéal 12. C'est selon la théorie financière moderne, on parle en 12 et 18 titres. OK. Quand même. Dans des secteurs différents. Secteurs d'activité différents. Donc, le monsieur, madame, tout le monde, on parle de 4 titres. Et quel titre qu'on va choisir? Des titres qu'on connaît, comme Lightspeed, BRP, Bombardier, Lion Électrique. C'est ce qu'on appelle le biais de familiarité. Quand tu arrives pour prendre une décision à la bourse, ça ne te tente pas de te casser le basic, tu veux sauver du temps et l'énergie. Qu'est-ce que tu fais? On y va avec ce qu'on connaît ou ce qu'on utilise comme produit. Donc, le biais de familiarité, oui, c'est bon, mais le problème, ça ne veut pas dire que si tu connais l'entreprise, que tu vas vraiment faire une bonne décision d'investissement. Donc, au Canada, savez-vous c'est quoi la capitalisation boursière du pays par rapport à l'ensemble du globe? Si on prend toutes les actions du globe, là, le Canada, ça représente combien? Je pense que c'est 3%. Yes! Oh! 3%! Très fort. J'aurais pas su. Aux États-Unis, c'est 55%. Mais ce qui arrive, c'est que les investisseurs québécois et canadiens ont 50% de leur portefeuille en actions canadiennes. Ce qui arrive, c'est qu'on est sous-diversifié sur une base internationale. Donc, pour éviter de tomber dans le biais de familiarité, il faut faire des devoirs et s'intéresser à d'autres entreprises. Puis un conseiller en placement peut t'aider. Si tu es capable de mettre du temps et de faire des efforts, c'est correct. Mais il faut garder ça en tête que tout part de la construction du portefeuille. Enchaînons avec les avantages, inconvénients, vis-à-vis, mettons, si je gère mon propre portefeuille ou si je suis avec quelqu'un qui gère mon portefeuille. Fait que commençons avec les avantages de gérer soi-même. Écoute,
T'es-tu déjà allé chez Ikea? Oui, c'est le fun. On passe beaucoup trop de temps chez Ikea. Tu parles D'acheter un d'assembler, meuble, là. d'acheter un Ouais, meuble. là, ouais, c'est ça. Ouais. T'as-tu du plaisir quand tu le fais? D'assembler le meuble, non, mais de l'acheter, oui. OK. Toi, as-tu du plaisir Moi, je d'assembler un déteste meuble? ça. Moi, j'achète Ah le meuble ouais? puis ma blonde, elle le monte. OK. Ouais. Ta blonde, Les quand elle a révélations. fini de le monter, le Elle meuble, est là, très fière. elle est fière. Elle est très Ben oui. fière. OK. Ouais, très fière. C'est sûr. Ouais, Pourquoi qu'elle est fière? Parce qu'elle l'a fait elle l'a fait. de ouais. ses propres Ouais. mains. Ils ont fait une analyse pour demander aux gens, quand tu fais un meuble Ikea, là, puis je te demande à quel prix tu serais prêt à le vendre ou en termes de valeur, les gens ont dit un prix 62 plus élevé que s'il avait été assemblé par quelqu'un d'autre. Ben oui, parce que c'est toi qui l'as C'est toi monté. qui l'as fait. C'est mon petit bébé. Donc, quand tu arrives pour faire l'investissement boursier par toi-même, tu as une fierté de dire, comme Samuel, t'as acheté du Rivian, toi? Ouais, j'ai acheté du T'as-tu Rivian. fait de l'argent? Beaucoup d'argent. Est-ce que tu sens une fierté par rapport à que tu as pris la Très décision? grande fierté. J'ai le chest bombé, je regarde droit devant. Donc, à la bourse, on dit souvent qu'un investisseur se comporte de façon rationnelle. C'est qu'il prend tous les faits, il fait des calculs, il pense en termes de probabilité, mais on oublie la composante émotionnelle. Hmm. Et quand tu t'investis dans un projet puis tu as du succès ou que tu apprends, que c'est le fun. Je te Ouais. dirais que ça, c'est un avantage Ouais. vraiment trippant. Ouais. En plus de te développer de façon personnelle comme individu. Moi, je dis toujours que c'est un miroir qui te montre tes qualités, mais qui amplifie tes mauvais côtés. Hmm. Alors, moi, j'ai appris beaucoup à la dure par rapport à ça. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'à cause de la gestion passive, c'est de répliquer la performance des indices de référence. On peut le faire à faible coût. Donc, c'est avantageux au niveau du coût par rapport à un conseiller en placement de faire affaire avec ça. Et la technologie nous aide beaucoup aujourd'hui pour prendre l'information puis prendre de bonnes décisions. Dernièrement, j'ai comme... Ben, tu sais, dernièrement, il y a peut-être 6 mois, 1 an, j'ai comme remis un peu en question le fait d'avoir un gestionnaire, dans le fond, un courtier qui gère justement la partie que je vous parlais tantôt plus patrimoniale puis tout ça. Puis je me suis dit, tabarnouche, pourquoi j'achète pas juste un fonds indiciel, un FNB indiciel du marché américain, canadien, puis tout ça, puis je vais sauver, tu sais, le frais de 1% que ça me coûte, tu sais. Fait que là, je me suis posé la question, je me suis dit, hey, tabarnouche, je devrais le faire moi-même. Mais quand je me suis mis à penser du fait que si je fais une mauvaise erreur dans mon année où je vends sur d'un mauvais timing, ou tu sais, j'essaie de battre le marché, puis quand, admettons, mon fonds indiciel perd 2,5%, ben là, je sais pas, j'en rachète, puis là, quand il monte de temps, je le revends. Puis mettons que je fais une mauvaise trade, comme on dit en anglais, ben ça va gambler au complet mon frais de courtier, tu sais. Puis j'entends souvent ça dans mes amis qui sont avec des courtiers, puis ils disent « Ah, moi, il me coûte 1,5%, moi, il me coûte 2%. » Mais tu sais, c'est quoi le coût du fait que tu ne feras pas une mauvaise erreur? Non, Versus le fait de dire que je vais en faire peut-être plusieurs bonnes. Tu as plus de chances de perdre en... Mais je veux, comme disait Michel tantôt, je veux plus pas perdre que je veux plus gagner. Mais il faut faire attention parce que tu peux perdre. La clé, c'est que tu ne veux pas l'échapper. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'avalanche, Tu vas pas ça déraper, commence là. une petite boule de neige C'est là, ça, qui descend. Mais là, toi, si tu t'auto-régules comme il faut, ta petite boule de neige, elle s'arrête là. Mais l'avalanche, là, c'est une petite boule de neige qui se transforme à une perte qui est monstrueuse. Ton conseiller en placement, là, c'est comme quelqu'un pour t'épauler. C'est ton partenaire, puis il va t'empêcher de te pendre avec ta propre corde. Ouais. Puis c'est démontré qu'il y a une étude qui a été faite avec Cyrano qui démontrait que sur une période de 15 ans, les ménages qui géraient leur propre placement avaient une performance ou un montant total qui était 4 fois inférieur Hey, c'est beaucoup par ça. rapport aux gens qui C'est beaucoup confiaient ça. la gestion de leur placement aux conseillers. Parce que c'est justement un jeu de gérer les émotions. Puis moi, j'attribue une grande importance au plan. Tu sais, admettons, on se fait un plan 5 ans. Là. Tu sais, mon but, c'est pas de faire une année à 40 là. Tu sais, je vise pas faire 40 Par contre, sur mon 5 ans, je dis que, admettons, je veux doubler mon capital. Tu veux être rendu à une telle place. Ben, je veux être rendu à une telle place. Ouais. Mais tu sais, je forcerai pas trop la game pour me rendre plus vite. Oui. Parce que le risque supplémentaire que je vais prendre peut engendrer des pertes aussi très importantes. Ce qui fait qu'il peut me reculer davantage. Fait que des fois, quand je vois que je suis trop en avance, des fois, je vais sécuriser des choses. Mais ça, avant, je le comprenais pas, ça. Tu sais, moi, c'était le plus vite possible. Je veux faire le plus haut rendement possible, le plus haut risque. Mais, tu sais, si à la fin de la journée, le plan 5 ans dit que tu veux doubler ton argent, ben, tu sais, suis le plan. Puis après ça, quand tu seras rendu aux 5 ans, ben, les 5 autres années, ben, tu le feras comme tu veux si tu veux rectifier le tir. Parce que si tu veux arriver à tes fins puis arriver à la destination, la ville où tu veux, mais même l'adresse,
ben ça prend un plan, je pense. Ouais. Puis pas juste ça, on a plan de trade et trade de plan. En français, ça se dit comment, ça, Michel? Planifier ta transaction et de l'exécuter. Et c'est là que ça fait toute la différence. Prenez dans le domaine du hockey, combien de joueurs qui ont une Ligue nationale, c'est du potentiel, mais finalement, ils ne livrent pas la marchandise. Parce que analyser un placement, ça prend des habiletés plus de logique, raisonnement, attention, concentration. Mais arriver dans le feu de l'action puis négocier tes propres placements, ça prend vraiment différentes habiletés qui n'est pas nécessairement de l'aspect rationnel. Et c'est là que ton conseiller en placement peut t'aider. C'est un peu comme, dans le fond, il va regarder tes angles morts. Il va t'amener à avoir des perspectives que tu ne verras pas nécessairement. Puis lui, c'est son devoir, à cause des accréditations professionnelles, de s'informer via de la formation continue. C'est quelqu'un qui travaille pour toi. Ouais. Quels sont les autres avantages, là, rapidement, en terminant, de gestion de portefeuille avec un conseiller en placement? Voilà. Il peut aller à un autre niveau par rapport à un testament, par exemple. As-tu un testament, Samuel? Oui, il est mis à jour. C'est bon, parce qu'il y avait une personne sur deux qui, en Amérique du Nord, n'avait pas de testament en date de 2018. Au niveau des assurances, invalidité, maladie grave, planification au niveau de la succession. Moi, là, quand je vais décéder, là, je donne l'argent à qui? Il va vraiment t'amener à ce niveau-là. Donc, on dit qu'un conseiller en placement va y aller au-delà des chiffres. Puis il va avoir cette composante-là qui est vraiment niaiseux, importante. là, mais à partir de quel âge, normalement, on est censé avoir un testament? J'en ai pas, là. Bien, moi, je te dirais que dès que tu as des enfants à charge, C'est ça. Hein? ça, c'est vraiment là, une obligation. Je suis pas encore là. C'est important. Mais quand on se met dans on va dire, un état d'esprit où on veut bâtir un patrimoine, puis on va arriver à un montant intéressant, souvent, on va parler de 1 million, 2 millions, 3 millions là, pour quelqu'un qui investit sur un 35-40 ans sérieusement. Ouais. Ça fait quand même une somme importante. Puis juste la passation de ces sous-là à la prochaine génération, c'est extrêmement complexe. Oui. Ou ça peut être extrêmement complexe parce que des fois, cette personne-là n'aura pas juste cet argent-là, mais elle va avoir des biens immobiliers, elle va avoir plusieurs choses. Puis si tu veux pas perdre une grosse partie de ce montant-là en impôts ou en frais de plein de professionnels qui se mettent le nez là-dedans pour tout clarifier ça, bien, de tout planifier le chemin avant de décéder peut sauver énormément d'argent pour la succession. Énormément d'argent. On parle de... Parce que, écoute, mon notaire m'en a parlé, il m'a donné des exemples. Là. Fait que, ça me sautait aux yeux. Là, je pense qu'il y avait un de ses clients, c'était autour de 3 millions qui succédait, puis il y avait quelque chose comme 850 000 d'impôts à payer avec ce montant-là. Fait que, tu sais, puis il m'a dit qu'il aurait pu éviter la moitié de tout ça s'il était bien planifié. Fait que, tu sais, on parle de, tu sais, mettons, 425 000. Fait que ça coûte quoi de bien planifier ça versus au décès? Puis comme on sait tous pas quand on va mourir, ben, ça arrive 10 ans plus tôt, puis on se fait prendre, comme on dit, les culottes à terre. Non, c'est ça. Ben, c'est la succession après ça qui vont c'est d'avoir, dans le fond, conséquences. un plan, une stratégie lorsqu'on fait affaire avec un gestionnaire. Donc. Tout à fait. Puis un autre facteur qui est intéressant aussi, c'est de commencer très tôt. Par exemple, si toi, tu fais affaire avec un conseiller en placement, puis ton enfant te voit faire affaire avec un conseiller en placement, lui, le conseiller en placement, va t'inviter à faire investir ton jeune le plus rapidement possible. J'avais déjà vu une analyse qui disait que si tu commençais à investir 2 000 $ par année à partir de 20 ans, puis tu faisais jusqu'à 33 ans, puis là, après ça, tu arrêtes, OK? Puis tu laisses rouler tes placements avec un rendement X par année. Une personne qui commence à 33 ans, puis il le fait jusqu'à 65 ans, si tu compares les deux situations, la première personne qui a juste cotisé 2 000 $ par année de 20 à 33 ans va faire plus d'argent, même si elle arrête à 33 ans, que quelqu'un qui a commencé à 33 ans et qui l'a fait sur une plus longue période. Ben voyons donc. Parce qu'à 65 ans, l'autre personne a plus d'argent à cause de l'effet cumulé. Tu sais, la bourse, elle grimpe annuellement de 7 à 8 %. Plus que tu commences tôt, plus que tu as des chances de voir tes placements là, vraiment engendrer des rendements qui sont exponentiels. Et ça, le conseiller en placement va t'initier par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est que les firmes de courtage de commission réduite font beaucoup de formations, de sensibilisation pour les jeunes. Puis même si tu gères l'argent par toi-même, tu peux être sensibilisé à commencer très tôt aussi. Michel Villa, vulgarisateur boursier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super intéressant. Merci beaucoup, merci. Merci à Sam également. Et vous, chers auditeurs, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Garde le change. Ciao!